Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un texte absolument bouleversant, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On va décortiquer ensemble un extrait pour voir vraiment comment Hugo s'y prend pour construire ce plaidoyer si puissant, si mémorable contre la peine de mort. Alors, pour cette analyse, on va procéder en 5 temps. On commencera par les personnages, puis on suivra le récit de cette condamnation, ensuite on se penchera sur le poids des mots choisis par Hugo, sa plume si particulière, et enfin, on essaiera de voir ce qui se cache au-delà du texte. C'est parti? Première section donc, les personnages en scène. On va essayer de découvrir qui est notre protagoniste et quel est ce monde qui s'apprête à le juger. Alors, qui est cet homme? Eh bien, ce tableau nous donne une bonne idée de la tempête qui se joue en lui. D'un côté, il est plein d'espoir, il est sensible à la beauté d'un rayon de soleil, à la nature, et de l'autre, il est complètement paralysé par la terreur, par le choc du verdict. C'est vraiment ce déchirement intérieur, entre un amour fou de la vie et la réalité glaciale de sa mort programmée, qui est au cœur du personnage. Et face à lui, il y a son avocat qui lui dit « J'espère ». C'est une phrase toute simple, mais elle est terrible. C'est l'optimisme de façade, presque mécanique, d'un professionnel. Ça crée un contraste saisissant avec l'angoisse, elle, bien réelle du condamné. Et autour d'eux, il y a les autres. Le geôlier, les juges, les jurés. Et ce qui est fascinant, c'est que Hugo ne les peint pas comme des monstres. Non, ce serait trop simple. Il les montre indifférents. Le geôlier est juste, bref, les jurés s'ennuient. C'est ça qui est terrifiant en fait. C'est l'indifférence d'un système qui est devenu complètement insensible à la vie et à la mort. Une machine bien huilée. On passe à notre deuxième partie, le récit de la condamnation. On va suivre, pas à pas, le parcours émotionnel du personnage, de l'espoir jusqu'au désespoir le plus total. Tout se joue en quelques heures, c'est une véritable chute libre. Ça commence par un réveil plein d'espoir. Il fait beau, c'est une belle matinée d'août. Et puis, tout bascule. Une seule phrase du geôlier, on vous attend. Et là, la réalité le rattrape. Même la salle d'audience, pourtant lumineuse, est une illusion. Et puis, le verdict tombe. C'est un choc total. À partir de cet instant, sa perception du monde est brisée. Tout devient fantomatique. C'est une descente aux enfers en 5 étapes. Au tout début de cette matinée, il y a cette phrase magnifique. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. C'est incroyable, non? La lumière du soleil, la beauté du monde extérieur, tout ça le contamine, lui donne un espoir presque fou, une certitude irrationnelle qu'il va s'en sortir. Et puis, le verdict. Et regardez comment tout change. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Le monde est toujours là, le soleil brille toujours, mais pour lui, tout est devenu blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. C'est le même monde, mais vu à travers le prisme de la mort. C'est absolument glaçant. Sa vision a été anéantie. Troisième section, le poids des mots. Parce que chez Hugo, chaque mot est pesé, chaque mot a une importance capitale. On va s'arrêter sur quelques termes pour bien comprendre la puissance de son vocabulaire. Prenez ce mot fantasmagorie. C'est un mot qui décrit une sorte de rêve éveillé, un défilé d'images irréelles. Et c'est exactement ce que ressent le condamné pendant son procès. Il a l'impression d'assister à un spectacle absurde, cauchemardesque, dont il n'est même pas vraiment l'acteur. Il est totalement déconnecté de sa propre réalité. Et puis il y a ce verbe « diaprès ». Ça veut dire « orné de couleurs chatoyantes ». Il l'utilise pour décrire la lumière du soleil sur le plafond de sa cellule. C'est un détail, mais il est essentiel. Ça montre que même dans cet endroit sinistre, le condamné est encore capable de voir la beauté. C'est ce contraste permanent entre la beauté du monde et l'horreur de son sort qui rend le texte si poignant. Bon, on a vu les personnages, l'histoire, les mots. Mais comment est-ce que tout ça s'assemble? C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie, la plume de Victor Hugo et les procédés littéraires qu'il utilise pour nous toucher au plus profond. Dès le début du procès, l'ambiance est posée avec cette image, comme des corbeaux autour d'un cadavre. C'est fort, hein? Les spectateurs ne sont pas des humains, ce sont des charognards qui attendent leur proie. C'est une simple comparaison, mais son effet est immédiat. Elle déshumanise tout le monde. La foule devient une meute prédatrice et le condamné, lui, n'est déjà plus qu'un cadavre en sursis. Le ton est donné, ce sera macabre, ce sera prédateur. Et en fait, tout le texte repose sur ce contraste fondamental, cette opposition permanente entre deux mondes. D'un côté, le monde de la vie, le soleil, le ciel bleu, une petite fleur jaune, le rire des marchandes dans la rue, et de l'autre, le monde de la mort, le verdict, les robes noires des juges, la pâleur du linceul, le vacarme de la foule qui attend le spectacle. C'est cette fracture entre la vie qui continue dehors
et la mort qui s'installe dedans, qui est au cœur de l'émotion. Et puis vient ce moment terrible où on lui passe les menottes. Et là, il a cette phrase « Je laissais faire, c'était une machine sur une machine ». À ce moment précis, il cesse de se voir comme un être humain. Il devient un objet, une chose. C'est une métaphore, une phrase toute courte, mais absolument terrible. C'est l'ultime étape de la déshumanisation. Le système judiciaire n'est qu'une machine froide, et lui, le condamné, n'est qu'un autre rouage que cette machine va broyer. Il n'a plus aucune prise sur son destin. On arrive à notre dernière partie. Maintenant qu'on a analysé tout ça, prenons un peu d'auteur. C'est quoi le message final? Qu'est-ce que Hugo a voulu nous dire avec ce texte? Allons voir au-delà des mots. Alors quel est le message de Victor Hugo? Eh bien, il est clair. En nous plongeant dans les pensées les plus intimes d'un condamné, il nous force à regarder la peine de mort en face, pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité humaine, terrifiante. Et ce texte soulève des thèmes immenses, bien sûr. C'est une critique féroce de la peine de mort, évidemment, mais c'est aussi une réflexion sur la torture psychologique, sur la déshumanisation, sur l'indifférence glaçante de la société et de la justice. Et surtout, sur cette injustice terrible qui consiste à faire de la mort d'un homme un spectacle public. Et tout ça est résumé dans cette dernière phrase, prononcée par une jeune fille qui bat des mains. Bon, ce sera dans 6 semaines. C'est le coup de grâce, l'horreur absolue. Sa mort, son angoisse, tout ça est réduit à un événement à venir dans le calendrier, un divertissement. Et c'est là qu'est tout le génie de Hugo. En utilisant le jeu, le récit à la première personne, il transforme un débat politique, une idée, en une expérience viscérale. Il nous met dans la peau du condamné. On ne voit plus un monstre ou un criminel, on voit un homme. Et à partir de là, il devient impossible de rester indifférent. Ce qui nous laisse avec cette question, qui résonne encore aujourd'hui. Le spectacle de la justice peut-il vraiment être juste? Quand la justice devient un show, un divertissement pour la foule, qu'est-ce qu'on a perdu en humanité?